Pendant le dîner de Noël, ma femme a demandé le divorce. Son père a ri, tu seras bientôt sans abri. Ma belle famille a applaudi. J'ai calmement sorti une carte noire que mon défunt oncle m'avait laissée à mes 18 ans et je l'ai donnée au serveur. Il a regardé le nom et a chuchoté. Mon beau-père m'a dit un jour que la valeur d'un homme se mesurait au poids de son portefeuille. Il l'a dit à la dinde de Thanksgiving, juste devant ma femme, juste devant toute sa famille, et tout le monde a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Je suis resté assis, coupant ma dinde, faisant semblant de ne pas sentir le couteau se tordre dans ma poitrine. Pendant 8 ans, je l'ai laissé croire que mon portefeuille était vide. Pendant 8 ans, j'ai absorbé chaque insulte, chaque commentaire sarcastique, chaque sourire condescendant de gens qui se croyaient meilleurs que moi parce qu'ils avaient de plus grandes maisons et des voitures plus luxueuses. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que l'amour suffisait, que ma femme verrait ma valeur même si sa famille ne le pouvait pas. J'avais tort sur beaucoup de choses à l'époque. Mais la nuit de Noël, devant 40 inconnus dans le restaurant le plus cher de la ville, mon beau-père était sur le point de découvrir à quel point il s'était trompé sur moi. Je m'appelle Owen Brigg. J'ai 34 ans, et au cours des 10 dernières années de ma vie, j'ai travaillé comme artisan en restauration de meubles. Je prends des objets cassés et je les rends entiers. Des commodes antiques avec des tiroirs fissurés, des rocking chairs appartenant à l'arrière-grand-mère de quelqu'un, des tables de salle à manger qui ont accueilli 50 ans de dîner de famille. Les gens m'apportent leurs souvenirs, et je redonne vie à ces souvenirs avec mes mains. C'est un travail honnête. C'est un bon travail. Mais pour la famille de ma femme, les Thornberry, cela signifiait que je n'étais personne. Ma femme, Dia, et moi nous sommes rencontrés il y a 9 ans à une foire de comté. Elle était différente à l'époque. Elle riait facilement. Elle ne se souciait pas que je conduise un vieux camion ou que mes vêtements viennent de friperie. Elle disait qu'elle aimait mes mains, qu'elle aimait me regarder travailler, qu'elle aimait que je puisse créer quelque chose de beau à partir de quelque chose de cassé. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie au palais de justice. Ses parents sont à peine venus. Son père, Vance, me regardait comme si j'étais quelque chose qu'il devait gratter de sa chaussure. Sa mère, Laurine, souriait poliment tandis que ses yeux disaient tout ce que sa bouche ne disait pas. Je pensais que ça irait mieux. Je pensais qu'une fois qu'ils me connaîtraient, une fois qu'ils verraient à quel point j'aimais leur fille, ils m'accepteraient. Ils ne l'ont jamais fait. Vance Thornberry possède 4 concessions automobiles à travers l'État. Il est bruyant, il est riche, et il s'est donné pour mission personnelle de me rappeler à chaque réunion de famille que je ne suis pas assez bien pour sa fille. Sa femme, Laurine, est plus calme, mais tout aussi cruelle. Elle livre ses insultes enveloppées de soie, déguisées en inquiétude. Et leur fils, Hollis, le jeune frère de Dileya, est un homme de 29 ans qui n'a jamais travaillé dur de sa vie, mais qui pense pourtant avoir le droit de se moquer de moi pour travailler de mes mains. Pendant 8 ans, j'ai enduré cela. J'ai gardé la tête basse. J'ai travaillé plus dur. J'ai aimé ma femme et j'ai espéré qu'elle me soutiendrait. Mais Dileya a changé, lentement au début, puis tout d'un coup. Elle a cessé de me défendre. Elle a cessé de me regarder. À la fin, je vivais avec une femme qui semblait embarrassée que j'existe. La seule famille que j'ai jamais eue était ma mère, décédée quand j'avais 25 ans, et son frère aîné, mon oncle Clément. Clément était un homme tranquille qui vivait dans une modeste cabane dans les bois. Il portait des chemises en flanelle et de vieilles bottes, et il conduisait un camion encore plus délabré que le mien. Quand j'avais 18 ans, il m'a donné quelque chose que je n'ai jamais compris. Une carte noire mat sans logo, sans nom de banque, rien d'autre qu'un nom gravé en argent, Clément Pharaon. Il m'a dit de toujours la garder sur moi. Il m'a dit de ne l'utiliser que si j'en avais vraiment besoin. Et puis il a dit quelque chose qui est resté avec moi pendant 16 ans, quand tu l'utiliseras, ils sauront exactement qui tu es. Je n'ai jamais su ce que cela signifiait. Je lui ai demandé, mais il a juste souri et a dit que je comprendrais le moment venu. Oncle Clément est mort il y a 3 ans. Je n'ai jamais utilisé la carte. Je l'ai gardée dans mon portefeuille comme un souvenir. Un petit morceau de lui que je pouvais porter avec moi chaque jour. La nuit de Noël, j'étais assis à une longue table dans un restaurant appelé le Winthrop, entouré de la famille Thornberry et de leurs proches. 42 personnes, toutes liées à l'argent de Vance. Toutes me regardant comme si je n'y avais pas ma place. Et c'est alors que ma femme a fouillé dans son sac à main,
en a sorti une enveloppe et l'a fait glisser sur la nappe blanche vers moi. Des papiers de divorce, signés et datés 2 semaines plus tôt. Son père a levé son verre et a annoncé à toute la table que je serais sans abri d'ici février. La pièce entière a éclaté en applaudissements. 40 personnes applaudissant et acclamant ma destruction la nuit de Noël. Je suis resté assis un instant, sentant le poids de chaque insulte, de chaque rejet, de chaque moment où l'on m'avait fait me sentir comme rien. Puis j'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai sorti la carte noire que mon oncle m'avait donnée il y a 16 ans. Je l'ai tendue au serveur. Il a regardé le nom et son visage est devenu pâle. Il s'est penché et a murmuré 5 mots qui ont fait taire toute la table. C'est l'histoire de comment j'ai cessé d'être invisible. C'est l'histoire de la nuit où tout a changé. Je dois vous ramener un peu en arrière pour que vous compreniez comment j'ai fini à cette table, entouré de gens qui me méprisaient, tenant des papiers de divorce la nuit de Noël. J'ai grandi dans une petite maison du côté de la ville avec ma mère, rue de Brigue. Elle travaillait 2 emplois pour nous loger, et elle m'a appris que le travail acharné et l'intégrité comptaient plus que l'argent. Elle est décédée quand j'avais 25 ans, et sa perte a failli me briser. La seule personne qui m'a gardé les pieds sur terre était son frère aîné, mon oncle Clément. Clément Farao était un homme de peu de mots. Il vivait seul dans une cabane à environ 1 heure de la ville, entouré de bois et de silence. Il portait le même genre de vêtements que je porte maintenant, des flanelles, des bottes de travail, des jeans qui avaient connu des jours meilleurs. Il conduisait un vieux camion qui tremblait au démarrage, et il ne semblait jamais se soucier de ce que les autres pensaient de lui. Quand j'étais enfant, je passais mes étés avec lui. Il m'a appris à travailler de mes mains, à poncer le bois jusqu'à ce qu'il soit lisse comme du verre, à voir la beauté dans quelque chose de cassé et à lui redonner vie. C'est de là que vient mon amour pour la restauration de meubles. Oncle Clément m'a donné ce don. Pour mon 18e anniversaire, il m'a donné la carte noire. Je me souviens du poids de la carte dans ma paume. Plus lourde qu'une carte normale, solide et étrange. Pas de logo, pas de chiffres, juste son nom en lettres argentées. Clément Farao. Je lui ai demandé à quoi ça servait. Il m'a regardé avec ses yeux calmes et connaisseurs et a dit « Garde ça sur toi, Owen. Ne l'utilise pas à moins que tu n'en aies vraiment besoin. Et quand tu le feras, ils sauront exactement qui tu es. » Je l'ai pressé pour en savoir plus, mais il n'a pas voulu expliquer. Il a juste souri et m'a dit que je comprendrais le moment venu. J'ai porté cette carte dans mon portefeuille pendant 16 ans. Quand oncle Clément est décédé il y a 3 ans, je l'ai tenu encore plus fort. C'était le dernier morceau de lui que j'avais. Maintenant, laissez-moi vous parler de Dileya. Quand je l'ai rencontrée à cette foire de comté il y a 9 ans, je pensais que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Elle était belle, gentille, et elle avait un rire qui faisait tout disparaître. Nous avons parlé pendant des heures cette première nuit, près de la Grande Roue, et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi auparavant. Elle disait qu'elle admirait la façon dont je travaillais de mes mains. Elle disait qu'il y avait quelque chose de vrai en moi, quelque chose d'honnête qu'elle ne trouvait pas chez les hommes que ses parents voulaient qu'elle fréquente. Nous sommes tombés amoureux rapidement, peut-être trop rapidement. En 2 ans, nous étions mariés. Je n'avais pas grand-chose à lui offrir en termes d'argent, mais je lui ai promis de l'aimer, de la soutenir et de la défendre quoi qu'il arrive. Je pensais chaque mot. Sa famille a clairement manifesté sa désapprobation dès le début. Vance Thornberry m'a regardé lors de notre première rencontre et m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Quand je lui ai dit que je restaurais des meubles anciens, il a ri et a dit « Alors, vous êtes un homme à tout faire ?» Il n'a pas attendu ma réponse avant de se détourner. Laurine était plus subtile. Elle a souri et a dit « Quelle charmante » d'une voix qui faisait de ce mot une insulte. Elle a demandé à Dileya en privé si elle était sûre de sa décision. Dileya m'en a parlé plus tard, et elle était furieuse contre sa mère. Elle a dit qu'elle ne se souciait pas de ce qu'il pensait, qu'elle m'aimait. C'était la femme que j'ai épousée. C'était la Dia dont j'étais tombé amoureux. Mais les familles ont leur façon d'épuiser les gens. Année après année, fête après fête, les commentaires s'accumulaient. Vance ne manquait jamais une occasion de me rappeler que je n'étais pas un vrai soutien de famille. Laurine mentionnait à quel point les gendres de ses amis réussissaient bien, des médecins et des avocats et des cadres, tout en me regardant avec pitié. Hollis m'appelait le réparateur, comme si c'était une blague que tout le monde comprenait sauf moi. Et lentement, Dileya a cessé de me défendre. Au début, elle me serrait la main sous la table quand son père faisait ses remarques.
Elle me disait plus tard qu'elle était désolée, qu'elle savait que je valais plus qu'il ne pouvait voir. Puis les serrements de main ont cessé. Puis les excuses ont cessé. Puis elle a commencé à me regarder de la même manière que ses parents. Au bout de notre 6e année de mariage, je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Dileya et moi parlions à peine. Elle passait plus de temps avec sa famille qu'avec moi. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle répondait « rien » et s'en allait. J'ai travaillé plus dur. J'ai pris plus de projets. Je pensais que si je pouvais juste gagner plus, si je pouvais juste faire mes preuves, les choses s'amélioreraient. Elles ne l'ont pas fait. La nuit précédant la veille de Noël, j'ai trouvé Dileya au téléphone avec sa mère. Je l'ai entendu dire « Je sais, maman. J'aurais dû t'écouter depuis le début. » Elle ne savait pas que j'étais dans le couloir. Elle ne savait pas que j'avais entendu chaque mot. Je me suis couché cette nuit-là en me sentant comme un homme debout au bord d'une falaise, attendant que quelqu'un le pousse. Le lendemain soir, nous nous sommes rendus au Winthrop en silence. Dileya portait une robe rouge et des boucles d'oreilles en diamant que son père lui avait offertes. Je portais ma seule belle chemise, celle que je gardais pour les occasions où je devais faire semblant d'appartenir à son monde. Je n'avais aucune idée qu'en moins de 2 heures, toute ma vie allait changer pour toujours. Le Winthrop était le genre de restaurant qui vous faisait vous sentir mal habillé, peu importe ce que vous portiez. Des lustres en cristal pendaient de plafonds qui semblaient incroyablement hauts. Des sols en marbre blanc reflétaient la douce lumière dorée. Des serveurs en costumes élégants se déplaçaient silencieusement entre les tables comme des fantômes entraînés à l'élégance. Je n'ai jamais appartenu à des endroits comme ça. Je l'ai su au moment où nous avons franchi la porte. Vance avait réservé une salle à manger privée pour le dîner de Noël de la famille. Quand Dileya et moi sommes arrivés, la longue table se remplissait déjà de Thornberry et de leurs proches, tantes, oncles, cousins, associés, 42 personnes au total, toutes liées par le sang ou l'argent à l'homme qui était assis en bout de table comme un roi observant son royaume. Vance portait un costume bleu marine qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. Laurine était assise à côté de lui, en perles et soie, son sourire assez aiguisé pour couper du verre. Holly s'était déjà affalé sur sa chaise, un whisky à la main, faisant défiler son téléphone avec l'expression ennuyée d'un homme qui n'avait jamais rien gagné de sa vie. Dileya marcha devant moi et s'assit à côté de sa mère. Je la suivis et m'assis à ses côtés, saluant poliment les parents qui me jetaient un coup d'œil. La plupart d'entre eux ne prenaient pas la peine de me reconnaître. J'y étais habitué. Le dîner commença par de petites conversations, des vacances en Europe, de nouvelles voitures, des portefeuilles boursiers. Le fils de quelqu'un venait d'être accepté à Harvard. La fille de quelqu'un d'autre allait se marier avec un gestionnaire de fonds spéculatifs. La conversation coulait autour de moi comme une rivière autour d'une pierre, et je suis resté là en silence, coupant mon amuse-bouche en petits morceaux que je ne goûtais pas. Puis Vance a tourné son attention vers moi. « Owen » a-t-il dit assez fort pour que toute la table l'entende. « Comment vont les affaires de chaise? Avez-vous réparé quelque chose d'excitant cette année ?» Quelques personnes ont ri. J'ai forcé un petit sourire. « C'est une bonne année, dis-je. Un travail régulier. » Vance se pencha en arrière sur sa chaise et fit tournoyer son vin. « Régulier? C'est une jolie façon de dire que vous vous débrouillez à peine, n'est-ce pas? Vous savez, je parlais à Bradley Canton la semaine dernière. Vous vous souvenez de Bradley, n'est-ce pas, Dia, le chirurgien? Il vient d'acheter une maison dans les collines, payée en espèces, 4 millions de dollars. Il me regarda avec un sourire sans chaleur. Qu'avez-vous acheté cette année, Owen? Une nouvelle ponceuse. La table éclata de rire. Je sentis mon visage rougir, mais je gardai mon expression neutre. J'avais appris il y a longtemps que réagir ne faisait qu'empirer les choses. Laurine se pencha en avant avec son sourire habituel. Nous n'essayons pas d'être cruels, Owen. Nous nous inquiétons simplement de l'avenir de Dileya. Une femme a besoin de sécurité. Vous comprenez sûrement cela. Je comprenais exactement ce qu'elle disait. Elle disait que je n'étais pas assez. Elle disait que je ne le serais jamais. Hollis leva son verre dans ma direction. Et, au moins il est cohérent. Constamment fauché. Plus de rire. Plus fort cette fois. J'ai serré ma fourchette et j'ai fixé mon assiette. Je me suis dit de rester calme. C'était presque fini.
Encore quelques heures et je pourrais rentrer chez moi et faire comme si cette nuit n'avait jamais existé. C'est alors que Dileya a fouillé dans son sac à main. Elle a sorti une enveloppe blanche et l'a posée sur la table devant moi. Son visage était sans expression. Ses yeux ne voulaient pas croiser les miens. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Ouvre-le. » Je pris l'enveloppe et la décellai. À l'intérieur se trouvait une pile de documents juridiques. Je n'eus pas besoin de lire au-delà de la première page pour comprendre ce que je tenais. Requête en dissolution de mariage. Mes mains tremblaient. Je regardais Dileya, cherchant sur son visage quelque chose. Tout ce qui ressemblait à la femme que j'avais épousée. « Tu me divorces le jour de Noël ?» Elle ne me regardait toujours pas. J'ai pris ma décision, Owen. J'aurais dû le faire il y a des années. Mon père avait raison. Tu ne sauras jamais rien. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Vance a claqué sa paume sur la table, souriant comme un homme qui venait de gagner une guerre. Enfin, ma fille a retrouvé ses esprits. Il leva son verre de vin haut. Owen, je te donne jusqu'en février pour ramasser tes affaires de la maison. Après ça, tu seras à la rue, là où est ta place. Sans abri d'ici février. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Il se tourna vers la table avec un flair théâtral. Mesdames et messieurs, un toast à la liberté de Dia. Les verres se levèrent autour de la table. 42 personnes levèrent leurs verres et applaudirent. Le son remplit la salle à manger privée, résonnant sur les murs, noyant tout le reste. Je suis resté là, figé, regardant mon mariage se terminer au son des applaudissements. Ma femme ne me regardait pas. Mon beau-père riait. Des étrangers applaudissaient mon humiliation, et quelque chose en moi a basculé. J'ai pensé à chaque insulte que j'avais avalée, à chaque fois où j'étais resté silencieux pour maintenir la paix. Chaque nuit où j'étais resté éveillé, me demandant pourquoi je n'étais pas assez. J'ai pensé à mon oncle Clément. J'ai pensé à la carte dans mon portefeuille. J'ai pensé aux mots qu'il m'avait dit il y a 16 ans. Quand tu l'utiliseras, ils sauront exactement qui tu es. Pour la première fois en 8 ans, j'ai décidé de cesser d'être invisible. Les applaudissements se sont estompés, mais le tintement dans mes oreilles non. J'ai regardé autour de la table les visages des gens qui ne m'avaient jamais vu comme autre chose qu'une erreur commise par Dileya. Ils passaient déjà à autre chose, remplissaient leurs verres, reprenaient leur conversation comme s'ils n'avaient pas assisté à la destruction de mon mariage. Pour eux, j'étais déjà parti. J'étais déjà oublié. Dileya chuchotait à sa mère, discutant probablement de la chambre dans laquelle elle allait emménager chez ses parents. Hollis riait avec un cousin à propos de quelque chose sur son téléphone. Vance recevait les félicitations de ses proches comme s'il venait de conclure une affaire. J'ai plié soigneusement les papiers de divorce et les ai glissés dans la poche de ma veste. Mes mains étaient stables maintenant. Les tremblements avaient cessé. Quelque chose de froid et de clair s'était posé sur moi, un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'en avais fini. Un serveur s'approcha de notre bout de table. Un jeune homme au sourire professionnel et aux manières polies. Il commença à ramasser les assiettes vides, se déplaçant efficacement et silencieusement. J'ai levé la main pour attirer son attention. « Excusez-moi. » Il se tourna vers moi avec une attention polie. « Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider ?»« J'aimerais payer la table, » dis-je. « La table entière, toutes les additions. » Le serveur cligna des yeux. Son sourire vacilla légèrement alors qu'il traitait la demande. « Monsieur, il s'agit d'une fête de 42 convives. L'addition sera très importante. Nous parlons de plusieurs milliers au minimum. » J'ai hoché la tête. « Je comprends. » La voix de Vance traversa la table comme une lame. « Qu'est-ce que tu fais, Owen ?» Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux sur le serveur. Vance a ri, ce rire tonitruant et condescendant que j'avais entendu 100 fois. « Vous avez entendu ça tout le monde ? Owen veut payer le dîner. L'homme qui répare des chaises cassées pour gagner sa vie veut régler une note qui est probablement plus élevée que ce qu'il gagne en 6 mois. » La table ondula à nouveau de rire. Hollis faillit s'étouffer avec sa boisson. « Peut-être qu'il compte faire la plonge à l'arrière, » dit Hollis.
Payer la dette une assiette à la fois. Laurine secoua la tête avec une fausse sympathie. Oh, cher, il n'y a pas besoin de t'embarrasser davantage. Nous comprenons ta situation. Dileya me regarda enfin. Son expression était un mélange de confusion et d'irritation. Owen, arrête. C'est pathétique. Tu rends juste les choses plus difficiles que nécessaire. J'ai fouillé dans ma poche arrière et j'ai sorti mon portefeuille. C'était un vieux cuir, usé sur les bords, le même portefeuille que je portais depuis plus d'une décennie. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé la carte noire là où elle avait toujours été, glissée derrière mon permis de conduire, en attente. Je l'ai sortie et l'ai tenue un instant. Son poids était différent maintenant. Cela ressemblait à une réponse à une question que je m'étais posée toute ma vie. Je l'ai tendue au serveur. Utilisez ça. Le serveur prit la carte avec un professionnalisme exercé. Il la regarda nonchalamment, comme il le faisait probablement avec une centaine de cartes de crédit chaque soir. Puis il s'arrêta, ses yeux s'écarquillèrent, la couleur s'échappa de son visage. Il regarda la carte, puis moi, puis la carte à nouveau. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Y a-t-il un problème, demandai-je. Le serveur déglutit difficilement. Monsieur, veuillez m'excuser un instant. Je dois parler à mon gérant. Il se retourna et s'éloigna rapidement, disparaissant par une porte marquée « Privé » à l'extrémité de la salle à manger. Vance renifla. Eh bien, c'est ça. La carte est probablement refusée. Ou peut-être qu'elle est périmée. Avez-vous même une limite de crédit, Owen, ou la banque vous a-t-elle ri au nez? Je n'ai rien dit. Je me suis assis, les mains jointes sur la table, et j'ai attendu. 2 minutes passèrent. Les conversations autour de moi continuaient, mais j'ai remarqué quelques personnes jetant des regards dans ma direction, curieuses de ce qui se passait. Puis la porte s'ouvrit. Le serveur sortit le premier, marchant avec une urgence différente. Derrière lui se trouvait un homme plus âgé en costume gris impeccable. Il se tenait avec autorité et sang-froid, mais il y avait dans son expression quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dirigé vers moi. Du respect. Son badge l'identifiait comme Monsieur Dunor, directeur général. Monsieur Dunor se dirigea directement vers l'endroit où j'étais assis. Il s'arrêta devant moi et me tendit la main. Monsieur Brigg. Je me levai et lui serrai la main. C'est moi. La voix de Monsieur Dunor était formelle mais chaleureuse. Monsieur, je dois m'excuser. Nous n'avions aucune idée que vous nous rejoindriez ce soir. Si nous l'avions su, nous aurions pris des dispositions très différentes pour votre arrivée. Vance se pencha en avant, son sourire narquois vacillant. Qu'est-ce qui se passe ici? À qui croyez-vous parler? Monsieur Dunor ne l'a pas reconnu. Son attention est restée entièrement fixée sur moi. Monsieur Brigg, nous avons contacté l'équipe juridique de la succession, et ils ont tout confirmé. Les instructions de votre oncle étaient très spécifiques. Au moment où vous avez présenté cette carte, nous devions activer immédiatement tous les protocoles. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais ma voix ferme. Quel protocole? Monsieur Dunor se pencha vers moi. Toute la table était maintenant silencieuse. Tous les regards étaient fixés sur nous. Il parla doucement, mais dans le calme de cette pièce, chaque mot était parfaitement clair. Monsieur, votre oncle a fondé cette entreprise. Il en était entièrement propriétaire, et à son décès il y a 3 ans, la pleine propriété vous a été transférée. Il fit une pause et me regarda droit dans les yeux. Monsieur Brigg, vous êtes propriétaire de tout ce restaurant. Le silence qui suivit était différent de tout ce que j'avais jamais vécu. Ce n'était pas seulement silencieux. C'était l'absence totale de son, comme si l'air lui-même s'était figé. J'ai vu les réactions se propager sur la table comme une onde de choc. Le verre de champagne de Vance s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Sa bouche était ouverte. Son visage était figé quelque part entre la confusion et l'incrédulité. L'expression parfaitement composée de Laurine s'est fissurée, ses yeux dardant entre moi et Monsieur Dunor comme si elle attendait que quelqu'un annonce que tout cela n'était qu'une blague. Hollis avait l'air de quelqu'un qui avait été giflé. Son téléphone lui glissa des doigts et s'écrasa sur la table. Et Dileya, ma femme, la femme qui m'avait remis les papiers de divorce 10 minutes plus tôt, me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu de sa vie. Monsieur Dunor a continué à parler,
inconscient de la dévastation que ces paroles causaient. Monsieur Brigg, votre oncle Clément Pharaon a fondé Pharaon Hospitality il y a 42 ans. Il l'a construite à partir d'un seul restaurant pour en faire l'un des groupes d'hôtellerie les plus prestigieux du pays. Le Winthrop est notre établissement phare, mais le groupe comprend 37 restaurants et 12 hôtels de luxe à travers les États-Unis. Votre oncle s'est retiré de la vie publique il y a des décennies. Il préférait l'anonymat, mais il a conservé la propriété complète de l'entreprise jusqu'à son décès. J'ai retrouvé ma voix. Je n'ai jamais su tout ça. Monsieur Dunor a hoché la tête avec compréhension. C'était voulu, monsieur. Votre oncle a laissé des instructions explicites à l'équipe juridique de la succession. Il voulait que vous viviez votre vie sans le fardeau de la richesse jusqu'à ce que vous soyez prêt. La carte noire était la clé. Il a dit que lorsque vous l'utiliseriez enfin, cela signifierait que vous étiez prêt à prendre votre héritage. Vance a frappé sa paume sur la table si fort que l'argenterie a tinté. C'est absurde. C'est une sorte de farce élaborée. Owen n'est personne. Il répare des meubles dans un garage loué. Il n'y a aucune possibilité qu'il possède quoi que ce soit. Monsieur Dunor se tourna vers Vance avec une politesse calme mais glaciale. Monsieur, je peux vous assurer que notre service juridique a minutieusement vérifié l'identité de Monsieur Brigg et sa revendication sur la succession. Chaque document a été authentifié. Monsieur Owen Brigg est le seul propriétaire de Pharaon Hospitality Group et de toutes ses filiales. Il fit une pause. Sa valeur nette actuelle, selon l'évaluation de ce matin, dépasse les 400 millions de dollars. Le chiffre atterrit sur la table comme une bombe. 400 millions de dollars. Je regardais les visages se transformer dans la pièce. Des parents qui n'avaient pas pris la peine de me reconnaître quand j'étais entré me regardaient maintenant avec de grands yeux. Des cousins qui avaient ri aux blagues de Hollis sur ma profession semblaient pas les mal à l'aise. Les tantes et les oncles qui avaient chuchoté derrière mon dos pendant 8 ans étaient assis dans un silence stupéfait. Laurine porta une main à sa poitrine comme si elle allait s'évanouir. Hollis attrapa son verre et le vida d'un trait. La voix de Dileya brisa le silence, mince et tremblante. « Owen, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Toutes ces années, pourquoi n'as-tu rien dit ?» Je la regardais. Je la regardais vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Je vis la femme qui m'avait remis les papiers de divorce sans la moindre once de remords. Je vis la femme qui avait laissé sa famille me déchirer morceau par morceau pendant qu'elle restait là à regarder. J'ai vu la femme qui m'a dit que je ne serais jamais rien, il y a quelques minutes. Je ne savais pas, Dileya, dis-je doucement. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Cela aurait-il importé? Tu m'as donné ces papiers parce que tu pensais que j'étais sans valeur. Ta famille a passé 8 ans à me traiter comme de la saleté sous ses chaussures. Aucun de vous ne m'a jamais vu. Vous n'avez vu que ce que je n'avais pas. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien n'en sortit. Je me levai de ma chaise. Je t'aimais, dis-je. Je t'aurais donné tout ce que j'avais, ce qui n'était pas beaucoup, mais c'était réel. J'aurais travaillé chaque jour de ma vie pour te rendre heureuse. Mais tu as choisi de partir au moment où tu pensais que je n'avais plus rien à offrir. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que notre mariage signifiait vraiment pour toi. Je me tournai vers Vance. Son visage était passé du rouge au blanc, et une fine pellicule de sueur était apparue sur son front. Tu m'as dit que je serais sans abri d'ici février, dis-je. C'est intéressant, Vance, car selon les dossiers que l'équipe de Monsieur Dunor vient de confirmer, Pharaon Property détient le bail du bâtiment où se trouve le siège de ton concessionnaire. Cela signifie que je suis ton propriétaire. La mâchoire de Vance se serra. Il ne dit rien. Donc, laissez-moi être clair, continuai-je. Vous quitterez ce bâtiment d'ici février. Considérez cela comme un cadeau de départ d'une personne qui répare des chaises pour gagner sa vie. Je pris mon manteau du dossier de ma chaise et l'enfilai. Monsieur Dunor, veuillez envoyer l'addition de ce soir à mon bureau. Tout le dîner est à ma charge. Considérez cela comme mon dernier cadeau à la famille Thornberry. Un rappel de l'homme qu'il croyait sans valeur. Je me retournai et me dirigeai vers la sortie. Derrière moi, j'entendis Dileya appeler mon nom. J'entendis le raclement d'une chaise lorsqu'elle se leva. Je sentis sa main se tendre vers mon bras. Je ne me suis pas arrêté. À la porte, j'ai marqué une pause et me suis retourné une dernière fois. 42 visages me fixaient, figés dans le choc et l'incrédulité.
Mon oncle m'a dit un jour que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son portefeuille, dis-je. Elle se mesure à la façon dont il traite les gens quand il pense que personne d'important ne regarde. Ce soir, je vous ai tous observés, et maintenant je sais exactement ce que vous valez. Je suis sorti dans la froide nuit de décembre. La neige tombait doucement, recouvrant la ville de blanc. L'air était vif et pur. Et pour la première fois depuis 8 ans, je pouvais respirer. Je n'ai pas regardé en arrière. Les jours qui ont suivi ce dîner de Noël ont été les plus calmes de ma vie. Je suis retourné à la petite maison que j'avais partagée avec Dileya, j'ai fait ma valise et je suis parti avant qu'elle ne revienne. Je ne voulais pas de confrontation. Je ne voulais ni explication ni excuse. Je voulais juste tourner la page et recommencer à zéro. Le divorce a été prononcé plus vite que prévu. Les avocats de Dileya ont d'abord tenté de le contester. Ils ont fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de mes biens et qu'elle avait droit à une partie de la succession. Mais voici l'ironie, le contrat de mariage que son père avait insisté pour faire signer des années auparavant, celui conçu pour protéger la fortune des Thornberry de moi, a parfaitement fonctionné à l'inverse. Dileya avait renoncé à toute créance sur les biens acquis avant ou en dehors du mariage. Elle a obtenu exactement ce qu'elle avait prévu de me laisser. Rien. J'ai appris par des connaissances communes que la concession de Vance avait perdu son bail 3 mois plus tard. Je ne l'ai pas renouvelé. Je ne l'ai pas fait par vengeance ou par méchanceté. Je n'avais simplement aucune obligation de continuer à faire affaire avec un homme qui avait passé près d'une décennie à essayer de me détruire. Il a déménagé dans une propriété plus petite à la périphérie de la ville, et en un an, 2 de ses 4 emplacements avaient fermé définitivement. L'homme, qui se moquait autrefois de moi pour avoir réparé des chaises, luttait maintenant pour empêcher sa propre entreprise de s'effondrer. Laurine m'a envoyé une lettre environ 6 mois après la finalisation du divorce. Elle faisait 3 pages, remplies d'excuses, d'explications et de demandes de rencontres pour un café afin que nous puissions repartir à zéro. Elle disait qu'elle m'avait toujours apprécié et que le comportement de Vance ne reflétait pas ses véritables sentiments. J'ai lu la lettre une fois, l'ai soigneusement pliée et l'ai jetée à la poubelle. Certains ponts ne sont pas destinés à être reconstruits. Hollis m'a également contacté. Il m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux, soudainement amical. Soudainement intéressé à me revoir. Il a mentionné qu'il avait des idées d'affaires qu'il voulait discuter et qu'il pensait que je pourrais peut-être l'aider à démarrer. J'ai bloqué son numéro sans répondre. J'avais passé 8 ans à le regarder se moquer de moi sans apporter de valeur à personne. Je n'allais pas financer sa paresse maintenant. Dileya m'a appelé une fois tard un mardi soir, environ 4 mois après tout cela. Sa voix était douce et brisée. Rien à voir avec la femme froide qui m'avait glissé ses papiers de divorce sur la table. Elle a dit qu'elle avait fait une terrible erreur. Elle a dit qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle avait. Elle a dit qu'elle m'aimait toujours et a demandé s'il y avait une chance que nous puissions réessayer. Je l'ai laissé finir de parler. Puis je lui ai dit la vérité. Tu avais tout, Dileya. Tu avais un mari qui t'aimait et qui aurait tout fait pour toi. Ça valait plus que l'argent ne pourrait jamais être. Mais tu n'as pas pu le voir, et je ne peux pas oublier la façon dont tu m'as regardé quand tu pensais que je n'avais rien. J'ai raccroché le téléphone et je ne lui ai plus jamais parlé. J'ai pris les rênes de Pharaoh Hospitality, mais pas comme la plupart des gens s'y attendaient. Je ne suis pas resté assis dans un bureau d'angle à donner des ordres aux cadres. J'ai visité les restaurants. J'ai parcouru les hôtels. J'ai appris les noms des personnes qui y travaillaient, des chefs aux femmes de ménage en passant par les voituriers. Je me suis souvenu des anniversaires. J'ai posé des questions sur les familles. Je suis devenu le genre de leader dont mon oncle Clément aurait été fier. Je continue de restaurer des meubles le week-end. J'ai gardé mon petit atelier et je prends encore des projets quand j'ai le temps. Ça me garde les pieds sur terre. Ça me rappelle qui j'étais avant tout ça et qui je veux encore être. Environ 1 an après ce dîner de Noël, j'étais dans mon atelier en train de poncer une vieille table en chêne quand j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Il y avait un tiroir caché à l'arrière, bloqué depuis des années de désuétude. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une seule enveloppe à l'intérieur, jaunie par le temps. C'était une lettre de mon oncle Clément, écrite des années avant sa mort. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes et j'ai lu ces mots. Owen, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin utilisé la carte. Je ne t'ai jamais parlé de l'argent parce que je voulais que tu deviennes un homme bien par tes propres moyens.
N'importe qui peut être gentil quand il est riche. Le vrai test est de savoir comment tu traites les gens quand tu n'as rien. Tu réussis ce test chaque jour. Je t'ai vu travailler dur, rester humble et aimer sans condition. C'est pourquoi je t'ai tout laissé. Non pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu le méritais. Utilise-le sagement. Reste bon. Et souviens-toi de ceci, les gens qui t'aiment quand tu n'as rien sont les seuls qui valent la peine d'être gardés quand tu as tout. Je t'aime, mon fils. Oncle Clément. Je suis resté longtemps dans cet atelier, tenant cette lettre, laissant ces mots s'enfoncer dans mon cœur. J'ai passé 8 ans à laisser les gens me convaincre que j'étais sans valeur. Je les ai crus parce que je pensais que la valeur se mesurait au compte bancaire, au titre de poste et aux opinions de gens qui n'ont jamais pris la peine de me connaître. Mais oncle Clément a compris quelque chose que je n'avais pas compris. La valeur, c'est le caractère. C'est se montrer, faire le travail et traiter les gens avec dignité même quand personne ne regarde. Ce dîner de Noël a changé ma vie. Non pas parce que je suis devenu riche, mais parce que j'ai enfin compris que les gens qui se moquaient de moi étaient ceux qui étaient vraiment pauvres. Ils avaient de l'argent, du statut et des vêtements chers, mais ils n'avaient ni intégrité, ni loyauté, ni amour. Si vous vous sentez invisible, si vous avez l'impression de ne pas être assez, si vous avez l'impression que le monde vous a mis de côté, je veux que vous m'écoutiez. Votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui vous sous-estiment. Continuez. Restez fidèle à qui vous êtes. Votre moment arrive. Et quand il arrivera, assurez-vous d'être toujours la personne qui le méritait. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché ou vous a rappelé votre propre force, j'apprécierais vraiment que vous cliquiez sur ce bouton j'aime et que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous auriez fait à la place d'Owen. Je lis chaque commentaire et j'adore vous lire. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Nous publions des vidéos tous les jours remplies d'histoires émouvantes, puissantes et inspirantes comme celle-ci. Merci de faire partie de cette communauté. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.